bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous recevoir pour parler de votre dernier livre, Mémoire du nombre. Vous êtes un ancien professeur de mathématiques. Comment passe-t-on des maths à l'écriture? Est-ce que c'est une vocation qui vient avec le temps, avec l'âge? Avec l'occasion, on va dire. Comment peut-on dire? D'abord, il faut se convaincre qu'on est capable d'écrire. Et ça, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Alors, comment je me suis convaincu que j'étais capable d'écrire? J'ai commis, quand j'étais prof, j'ai commis des livres, des bouquins, donc j'ai rencontré les éditeurs, Bordas en l'occurrence, et je me suis aperçu que écrire ne me posait pas de vrais problèmes. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Là-dessus, j'avais quand même en projet d'écrire l'histoire de mon père, l'histoire qu'il a vécue pendant la guerre en 1940, qui a donné lieu à mon premier livre qui s'appelle Un peu de linge sale, et qui a été accepté par Complice Édition, l'éditeur auquel je suis maintenant fidèle. Et donc quand je me suis rendu compte que je pouvais écrire des tas de choses, j'ai commencé à écrire ce livre. Je ne savais pas trop comment le continuer, donc entre-temps j'ai commis quelques petites nouvelles, récits courts, parce que quand on est prof de maths, on a tendance à faire court, aller droit au but, style démonstration. Et donc j'ai commencé petit, puis finalement celui-là il commence à dépasser les 300 pages, donc bon, ça m'a passé de faire trop court. D'accord. Maintenant je développe un peu plus. Mais voilà, mais c'est venu d'abord parce que j'avais quelque chose à dire, et puis surtout parce que je me suis rendu compte que, ma foi, j'écrivais pas trop mal. Voilà. Donc j'ai pu continuer. Ce livre m'a particulièrement intéressée car il se déroule dans un contexte historique et si les personnages sont fictifs, ils auraient pu exister sans doute. Et certains ont existé. Les plus célèbres, César, je crois qu'il est assez connu, oui. Cléopâtre aussi, Antoine, Octave. Il y en a qui sont un peu moins connus, Marcus Agrippa, mais il est quand même un personnage historique. Non, puis c'est pas intéressant d'avoir des personnages célèbres comme héros, parce que on les connaît. On les connaît, plus ou moins bien, avec beaucoup de légendes autour, surtout Cléopâtre, César, des personnages bourrés de lieux communs. Mais moi, ce qui m'intéresse sont les petits, les gens que j'ai inventés, bien sûr, qui permettent de faire parler les personnages célèbres, mais avec, comment dit-on, une intimité que la célébrité dérange. Voilà, donc là, moi, c'est ce que je préfère, c'est ces gens du commun. Alors, dans les gens du commun, il y a Bakken, l'esclave oui, racheté par Adamès, qui découvre son talent de simulateur. Oui. Il est fictif, il est réel, Bakken? Bakken, il est totalement fictif. En fait, Bakken, c'est le nom à ce moment-là du personnage principal, lequel change de nom un peu au gré de l'histoire, pour des raisons tout à fait honnêtes, on va dire, et honorables. Alors, Bakken, c'est la période où le personnage principal quitte l'enfance, entre dans l'âge adulte. Il s'est habitué à dissimuler. Cette dissimulation lui permet de développer des capacités d'attention, des capacités de compréhension qui vont
moduler sa vie ultérieure. Vie ultérieure où il ne s'appellera plus Bakken. Mais il aura développé autre chose. Voilà. D'accord. Et donc, il va pouvoir récolter des informations auprès de personnes importantes. Il va développer cette capacité à regarder le monde. À regarder le monde en s'en éloignant, en le regardant de loin. Et en le regardant de loin, il le voit beaucoup mieux que ceux qui mettent le nez trop à l'intérieur. Sans qu'on se méfie de lui. Sans qu'on se méfie de lui. Il passe inaperçu, et c'est parce qu'il passe inaperçu qu'il sait beaucoup de choses. Alors, grâce à lui, nous rentrons dans les arcanes de la politique internationale, ce qui permet de mieux comprendre les enjeux politiques et les sphères d'influence de l'époque. Oui, là j'avoue m'être un petit peu intéressé à ce qu'était l'histoire de cette époque. Je ne suis pas historien du tout de formation, on l'a dit, mais j'ai trouvé intéressant d'aller fouiner dans cet espace entre deux empires. L'empire égyptien était déjà plus que moribond depuis qu'Alexandre le Grand, depuis que Ptolémée le Ier en avait pris les rênes. Puis l'empire romain n'était pas encore né, c'était encore la République. Et on est là sur cette frange entre on vit dans un empire qui s'effondre, on le sait ou on ne le sait pas, on s'en rend compte, peut-être, peut-être pas. Et on voit arriver un nouvel empire dont on ne connaît pas du tout comment il va s'articuler, quelles vont être les valeurs de ce nouvel empire. Et là, j'ai eu un peu l'impression que ça ressemblait un petit peu à ce que nous vivons maintenant, aujourd'hui. Voilà. Donc, la politique de ce début de l'Empire romain, de cette fin de la République romaine, ne m'intéresse que si elle ressemble à quelque chose d'aujourd'hui. Et je pense que les gens qui le liront vont y trouver matière à réflexion sur notre époque. Notre actualité, oui. Notre actualité. Alors, il y a cette rencontre avec Flavia. Que pouvez-vous nous dire sur cette histoire d'amour, si ça en est une? Ah! Alors d'abord, c'est une histoire que je n'avais pas prévue au départ. Il faut dire que quand j'écris, je ne prévois pas trop, je laisse un peu voir venir les choses. Voilà. Mais là, Flavia, ça m'a paru intéressant. D'abord parce qu'il y a des faits historiques que je n'ai pas su comment expliquer. Donc il fallait que je mette là-dedans un peu d'espionnage, une petite histoire d'espionnage. L'espionnage, c'est assez secondaire. On veut parler de l'histoire d'amour. C'est une véritable histoire d'amour. Est-elle partagée, n'est-elle pas partagée? J'avoue que moi, je ne le sais pas. Ah, c'est au lecteur de je se faire une idée. Oui, oui. Le mystère, c'est que les gens ne sont pas blancs ou noirs. Est-ce que Flavia a aimé le personnage qui s'appelle à ce moment-là Saccard, et non plus Bakken? Est-ce qu'elle l'a aimé ou pas? Au départ, il y a un calcul. Oui. Mais au-delà de ce calcul, est-ce qu'il y a autre chose? Ça, je ne sais pas. En tout cas, lui, il était profondément amoureux. Voilà. D'accord. Alors, j'ai particulièrement aimé la fin du livre. Il y a beaucoup de tendresse, de respect et de sagesse. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sans trop en dire? Sans dévoiler la fin, parce que, bon, quand même, ça se fait pas. Puis ça donnerait pas aux gens l'envie de le lire. Alors, tendresse, oui.
Vous avez dit aussi sagesse. Oui. Oui, je pense que ce livre, c'est quand même l'histoire de la vie entière d'un homme qui a démarré bas, qui est monté très haut, et qui a choisi sur la fin de redescendre un petit peu. Il a appris la tendresse parce qu'il a beaucoup vécu. La sagesse, il l'a développée toute sa vie, surtout vers la fin, lorsqu'il s'est rendu compte que ce n'était ni la gloire, ni la célébrité, ni la sortie du genre humain, du commun des humains, qui pouvait apporter du bonheur ou de la satisfaction, je ne sais pas comment le dire. En fait, finalement, la vraie sagesse, la grande sagesse, c'est d'être tout simplement un humain parmi les humains. Et je crois que c'est peut-être bien même le dernier mot du livre, il me semble. Alors, ce livre est un condensé de la nature humaine. Elle est étudiée sous tous ses aspects, les meilleurs comme les pires. Est-ce un livre philosophique? Le mot philosophie me fait peur. J'ai jamais été attiré par la philosophie en tant que science ou que compétence. Mais c'est un livre sur la nature humaine, effectivement. Je ne sais pas comment dire, l'intelligence, l'instruction. Alors, l'instruction qui est nécessaire ne donne pas l'intelligence, mais l'intelligence, on peut la trouver chez des gens pas instruits. Par exemple, le héros qui forme, entre guillemets, parce qu'il n'aime pas le mot former, lui non plus. Il dit que les gens se forment par eux-mêmes. Ils se forment auprès de vous, mais ce n'est pas vous qui les formez. Voilà. Parce que ce qu'ils trouvent auprès de vous, c'est de la connaissance. La connaissance, ça ne suffit pas pour faire de la compétence, et la compétence, ça n'est pas de la vie. Donc, voilà. C'est un roman sur la vie. La philosophie, j'en sais rien, peut-être. Il y a des gens qui vont me dire probablement que c'est très philosophique. Oui, peut-être, peut-être pas. C'est humain, c'est humain. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que être humain, c'est avoir un minimum de compétences, de connaissances, de compétences, de mode de vie. Voilà. À part ça. Alors si ça c'est de la philosophie, bon ma foi, je veux bien. Je veux bien, mais je ne le revendique pas. Voilà. Je ne revendique pas la philosophie. Alors, le héros finit sa vie dans un village perdu dans la vallée du Nil et les villageois l'appellent le vieux qui sait. Est-ce que vous pensez que vous pourriez être le vieux qui sait? Non, non. Le vieux, oui. Le vieux, je peux l'être. D'ailleurs, c'est aucun effort pour ça. Le vieux qui sait peu de choses. Mais de toute façon, l'avantage de vieillir, c'est ça. Alors, vous avez écrit le livre, donc oui. Vous savez quand même beaucoup de choses. Non, je sais que comme disait l'autre, je sais que je ne sais rien. Mais bon, ça c'est une boutade. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas grand-chose. Pas que je sais rien, c'est que je ne suis pas grand-chose. Je suis un élément de l'humanité, et le fait de savoir quelque chose en particulier, le fait d'avoir des compétences, d'avoir acquis des compétences, on a forcément acquis des compétences quand on a eu la chance de ne pas mourir jeune,
le fait d'avoir acquis des compétences ne m'a pas donné d'avantage sur les autres personnes, sur les autres membres de l'humanité. Voilà, je suis le vieux qui sait des trucs mais qui n'en fait pas une montagne. Voilà, le peu que je sais, j'aime bien le garder pour moi. Quelqu'un m'a dit, c'est un livre de transmission. Oui, peut-être. Je transmets là-dedans un certain nombre de réflexions que je me suis faites. Que d'autres peuvent se faire aussi, se sont faites probablement aussi. J'ai eu la chance d'avoir la possibilité de l'écrire. Point final. Encore merci René Bernard. On se donne rendez-vous pour votre prochain ouvrage qui est peut-être déjà en préparation. Oui, mais j'aime pas en parler tant que c'est pas fait. Voilà. Mais oui, il y a quelque chose en préparation. Je ne sais pas pour quand. Peut-être en 2027, peut-être en 2028. On verra. On verra. Allez, affaire à suivre alors. Merci beaucoup pour cet entretien et à bientôt. Merci à vous. À bientôt.